12h16 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe News et vous êtes en ligne, Simon Rubin, avec l'historien et directeur d'études de l'EHESS, Patrice Guéniffé. Et oui, ce soir, nous avons choisi de revenir sur ce qui nous semble à nous, Français, un phénomène nouveau, la moralisation de la vie publique, de la vie politique. Pour en parler avec moi, effectivement, ce soir, Patrice Guéniffé, bonsoir. Bonsoir. Alors, que vous inspire cette dynamique de moralisation en politique ? Bon, tout d'abord, on en parle depuis longtemps. C'est un sujet qui traverse la vie politique française depuis un certain temps et qui, à mon avis, croît en importance avec la minceur des résultats. C'est-à-dire, plus notre système est impuissant à fournir des solutions ou à avoir un bilan important en matière de réforme ou d'avancée, plus la question de la morale devient importante, parce que l'écart entre le train de vie de nos politiques et le bilan de leur action représente quand même un problème, puisqu'on est dans un pays où depuis 30 ans il ne se passe à peu près rien. Vous le disiez, ce débat n'est pas totalement nouveau. À quand on peut remonter ? Parce que effectivement, le besoin et l'exigence de probité de la part des représentants et des leaders de la nation, c'est pas tout nouveau en fait. Non, ça remonte très loin en fait. En fait, c'est un débat qui naît avec la démocratie elle-même. Parce qu'à partir du moment où les gouvernants ne sont plus que des représentants du peuple, il est normal qu'ils soient comptables de non seulement de leur action politique, mais aussi de leur comportement devant ces mêmes électeurs. Et plus on considère que nos élus sont au fond comme nous, moins on comprend qu'ils puissent bénéficier d'avantages ou de privilèges qui nous sont refusés à nous citoyens. Donc il y a quelque chose de profondément lié au fait démocratique dans cette interrogation ou cette quête de transparence, mais qui bien sûr n'a pas que des avantages. Et comment expliquez-vous qu'on ait tout de même des difficultés aujourd'hui à moraliser cette vie politique ? Quand on prend l'exemple de certains de nos voisins, souvent on prend comme exemple les pays nordiques, oui, qui sont peut-être pas des parangons de vertu, mais qui ont quand même avancé sur ces sujets. Comment on peut expliquer que ce soit si difficile en France ? Bon, d'abord, je pense qu'il y a une division très claire en Europe entre les pays de culture catholique et les pays de culture protestante, chez lesquels la transparence est une vertu de base, pour ainsi dire. Et on sait bien que récemment il y a eu beaucoup de scandales en Espagne. L'Italie ne passe pas pour un parangon de vertu, la Grèce encore moins. Et la France, de ce point de vue, fait partie du bloc des pays latins. Donc il y a une différence culturelle. Il y a aussi sans doute le fait que la France a eu un pouvoir très puissant depuis une époque très reculée, et où on acceptait beaucoup du pouvoir à la mesure même de l'influence qu'il exerçait. Donc ça, c'est aussi un facteur qui fait obstacle à la transparence. On a peur de désacraliser un peu trop les hommes et les femmes politiques ? Je crois qu'il y a les deux. Il y a à la fois un désir de transparence qui, bien sûr, participe de la désacralisation, non seulement des hommes politiques, mais de la fonction politique, qui en fait une fonction, après tout, d'intérêt commun comme une autre. Et puis, d'autre part, il y a quand même l'idée que les responsables de l'État, et notamment le responsable suprême de l'État, ne sont pas tout à fait nos équivalents. Et il me semble qu'il y a en ce moment dans la société française un double mouvement, alors qui s'exprime d'ailleurs dans les équilibres qui sont en train de se mettre en place. Un pouvoir exécutif qui va redevenir, et qui redevient déjà, très vertical, très régalien, et puis d'autre part un pouvoir parlementaire, une assemblée, qui va incarner précisément la transparence, avec la multiplication des freins, des barrières, des contrôles, des contraintes qui pèseront sur les parlementaires. Avec des effets politiques, c'est que tandis que le pouvoir exécutif va retrouver la plénitude de ses fonctions, qui a sans doute été amoindrie par le comportement pas toujours digne des prédécesseurs de l'actuel président, d'un autre côté, on voit bien que le Parlement, il va pas en rester grand-chose. C'est-à-dire, c'est un Parlement qui va avoir une majorité très importante, mais une majorité en grande partie inexpérimentée. Donc, a priori, soumise à l'influence de l'exécutif, du moins tant que celui-ci a l'autorité
pour imposer son contrôle. Certains observateurs s'emballent souvent volontiers, vont parler de robespierrisme, d'une exigence de transparence qui virerait presque à la tyrannie quasiment. C'est votre avis ? Oui et non. Oui, parce que ça c'est un vieux fond français qui est le ressentiment contre les élites et le soupçon que ceux qui occupent les premiers rangs dans la société ou qui occupent des fonctions de responsabilité ne disent pas ce qu'ils font et ne font pas ce qu'ils disent. Ça remonte à très loin dans l'histoire française. Il y a un ressentiment anti-élite très juste. Maintenant, il faut bien reconnaître que la classe politique française, disons, n'a pas eu un comportement exemplaire depuis très longtemps et peut-être même jamais. Et que ces derniers temps, en tout cas, ils ont un peu tiré sur la corde. Donc il est normal aussi, surtout dans une période difficile, dans une période où on demande aux gens des sacrifices, que ce soit en termes fiscaux ou de droits sociaux ou autres, il est normal qu'il y ait une réaction. Donc au fond, il ne faut pas tout mettre sur le compte d'un ressentiment sans culotte français. Il faut aussi faire la part de la perception commune de la réalité, c'est-à-dire d'hommes politiques qui vivent un peu en vase clos. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur a été reproché aux dernières présidentielles. C'est ce qui explique que la quasi-intégralité de la classe politique a été balayée en 3 semaines. La levée de l'immunité des députés, qui est d'ailleurs évoquée aujourd'hui même par certains députés les Républicains, est-ce qu'elle s'oppose, selon vous, à la séparation des pouvoirs ? Non, puisque la levée de l'immunité d'un député est du ressort de l'Assemblée. L'Assemblée a ce pouvoir de lever l'immunité d'un de ses membres si ce membre est passible de poursuite. Donc ça ne nuit pas à l'indépendance des pouvoirs. Après tout, l'Assemblée n'est pas obligée de lever l'immunité. Et est-ce qu'on assiste aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, à la fin du mythe du grand homme, ou de la grande femme d'ailleurs, avec cette transparence? Est-ce qu'on découvre finalement qu'en dépit du pouvoir, on n'en reste pas moins humain, trop humain peut-être? Écoutez, ça, je pense que c'est une vérité qui n'a jamais été ignorée. C'est-à-dire que les hommes, même les grands hommes, sont faillibles et ont leurs faiblesses. Maintenant, je ne crois pas que ce soit la fin, parce qu'il y a toujours cette attente, après tout, dans une situation difficile, du personnage qui non seulement tirera le pays d'affaires, mais en tout cas incarnera à la fois volonté et efficacité. Et puis figurera l'unité d'un pays qui a tant de mal à trouver son unité. Et de ce point de vue, je crois que il y a toujours cette quête, et d'ailleurs tous nos scrutins présidentiels sont organisés autour de cette figure, puisque toutes les campagnes électorales se font précisément au nom, sinon du sauveur, du moins de celui qui va avoir à la fois la compétence, la volonté et le réalisme nécessaire pour réaliser les réformes indispensables. Les grands hommes et les grandes femmes ne sont peut-être pas complètement morts ni mortes en politique. Merci beaucoup Patrice Guénifé, historien, directeur d'études à l'EHESS. Je rappelle votre dernier ouvrage, Napoléon et De Gaulle, 2 héros français. C'est chez Perrin. Merci beaucoup. Merci.